Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Nguyen et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, je rappelle que je ne suis ni banquière ni conseillère en gestion de patrimoine, donc je ne suis pas habilitée à donner des conseils en investissement. Mais si comme moi, vous souhaitez recevoir des conseils neutres et non biaisés adaptés à votre situation pour aligner vos finances avec vos projets de vie et vos convictions, je vous recommande vivement le cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé par Nicolas du site avenuedesinvestisseurs.fr. J'ai choisi de me faire accompagner par Nicolas car il fait partie des 5% seulement des conseillers en gestion de patrimoine qui délivrent un conseil indépendant en France. Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 € lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode pas comme les autres puisque cette fois-ci, j'ai décidé avec mon invité du jour, Guillaume Simonin, de m'appuyer sur vos situations financières pour vous aider à élaborer votre propre stratégie d'investissement. J'ai déjà reçu Guillaume dans l'épisode 9. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à mettre sur pause cet épisode et à aller découvrir notre premier échange dans lequel Guillaume nous partage pourquoi il est essentiel, selon lui, de reprendre le pouvoir de votre argent. Dans notre échange du jour, on va rentrer davantage dans le concret pour comprendre quelles sont les questions à se poser, quelles sont les réflexions à avoir, quels sont les éléments à prendre en compte pour bâtir une stratégie d'investissement qui vous ressemble et qui va vous emmener là où vous souhaitez aller. Vous verrez qu'on avait plein de choses à se dire sur ce sujet, donc cet épisode sera en 2 parties. Dans cette première partie, on aborde le cas de Julie, 33 ans, qui est entrepreneuse, qui a 60 000 € de côté et qui soutient que l'argent ne l'intéresse pas, mais elle veut pouvoir dépenser sans compter. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec la situation personnelle de Guillaume puisqu'il est lui-même entrepreneur, papa de 2 enfants de 3 et 5 ans et digital nomade depuis quelques années. Donc j'en ai profité pour comprendre comment un expert du sujet comme lui, puisqu'il était, je le rappelle, dans une autre vie conseiller en gestion de patrimoine, comment il gère ses investissements pour les mettre au service de ses projets de vie et de ses convictions. Bref, j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous repartirez avec des clés de compréhension et des pistes de réflexion pour vous permettre de mettre en mouvement vos ressources financières vers ce qui compte réellement pour vous. Trêve de papotage, place à l'épisode. Salut Guillaume. Salut Aude. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, je rappelle que tu es un ancien conseiller en gestion de patrimoine qui est convaincu que chaque personne a intérêt à reprendre le pouvoir de son argent. Lors de notre précédent échange, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans l'épisode 9, on a abordé ensemble la question du pourquoi. Pourquoi c'est vital de prendre en main ses finances et de rediriger le pouvoir de son argent vers des choses qui comptent. Puisque la toute première chose à faire quand on s'intéresse à ses finances, c'est de s'interroger sur ce fameux pourquoi, quels sont les projets de vie, les objectifs et les valeurs que vous souhaitez nourrir et développer. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va se concentrer sur le comment, c'est-à-dire sur la stratégie d'investissement à définir à partir de là où on part, donc sa situation de départ, et de la direction que l'on souhaite prendre là où on veut aller. Est-ce que ça te va comme programme, Guillaume ? Super, parfait. Merci Aude de m'accueillir à nouveau. Je suis ravie d'échanger à nouveau avec toi. C'est toujours un plaisir de t'avoir au micro des pépettes. Alors, mon intention initiale pour cet épisode, c'était de partir d'un cas concret, comme je l'avais déjà fait avec Nicolas Dieucodin du site Avenue des Investisseurs dans l'épisode 1, pour qu'on puisse ensuite élaborer ensemble une stratégie d'investissement. Mais quand je t'ai partagé ceci, tu m'as fait part de ta réticence à proposer une stratégie lambda toute faite à partir de la situation financière d'une personne. Et le constat qu'on a fait tous les deux, c'est que les gens veulent qu'on leur dise
quoi faire de leur argent. Moi, la première, d'ailleurs, je me souviens que quand j'avais contacté pour la première fois Nicolas, je lui avais partagé vraiment toute ma situation parce que j'attendais à ce qu'il me dise quoi faire. Mais toi, tu préconises une approche différente. Tu as compris que ça fonctionne pas de donner une méthode toute faite aux personnes qui cherchent des conseils en investissement. Alors pourquoi ça ne marche pas quand on nous dit quoi faire de notre argent ? Alors, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que on prend pas le sujet par le bon angle. En réalité, la méthode, le comment, il est important, mais il est important quand il arrive après qu'on ait répondu à un certain nombre de questions. Le pourquoi, le quoi, le combien, le quand. Et très souvent, on cherche très rapidement du comment pour se débarrasser un peu du sujet, de se dire c'est ça qu'il faut faire, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans mon cas ? Et moi, mon vrai sujet aujourd'hui, quand je dis que je veux accompagner chacun à se réveiller sur les questions de ses finances, à se responsabiliser au sujet de son argent, c'est justement l'aider à se poser les bonnes questions et à se dire pourquoi. Pourquoi en fait mes finances peuvent se mettre au service de quoi ? Et c'est quoi que je veux ? Parce qu'on sait très souvent ce qu'on ne veut pas. Par contre, on se pose rarement la question de ce qu'on veut réellement. Et pour moi, qui ai par le passé accompagné un certain nombre de personnes dans leur stratégie d'investissement, je considérais que j'étais juste une aide au processus de décision. J'étais pas le gars qui arrivait avec des solutions toutes faites et qui dit c'est ça qu'il faut faire. Alors oui, on en parlait parce que c'est nécessaire pour passer à l'action, pour mettre ça en mouvement. Mais le vrai sujet, c'est, et ça sera toujours, à mon sens, la question de la direction, de là où on veut aller. Et le comment on veut y aller dépend de là où on veut aller et dépend de qui on est également. Parce qu'on a chacun nos convictions, on a chacun un profil. Alors on appelle ça un profil investisseur et on y met un peu ce qu'on veut dans ce profil investisseur. Il y a le profil investisseur qu'on va appeler un peu réglementaire. Mon appréhension au risque, mes connaissances financières, etc. C'est important. Et puis il y a aussi tout ce qui a trait aux convictions. Là où je veux aller, ce que je veux voir fleurir dans le monde. Et là, c'est important de le prendre en compte pour une stratégie d'investissement. C'est pour ça qu'à mon sens, deux personnes différentes qui pourraient avoir le même point de départ et des points d'arrivée qui pourraient être sensiblement les mêmes également, pourraient avoir deux stratégies d'investissement différentes. Parce que tout simplement, ils sont différents. Et ça part de chaque individu, quoi. Ça peut pas être le conseiller seul qui va donner l'information de ça. C'est une vraie discussion, c'est un vrai échange qui se construit au fur et à mesure. Voilà pourquoi, pour moi, c'est important que chacun se pose les bonnes questions. Et quand tu m'as proposé effectivement ces études de cas, je trouve l'exercice intéressant, mais j'avais pas du tout envie de faire qu'est-ce que je ferais moi à la place des gens, parce que il y a que comme ça que je pourrais répondre. C'est voilà qui je suis aujourd'hui, voilà un point de départ, voilà un point d'arrivée. Donc, je vais donner une stratégie. En réalité, ce que je préfère faire, c'est peut-être poser les bonnes questions pour que chacun puisse s'interroger et trouver soi-même les réponses. Et c'est vrai que moi, je vois bien dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent pas forcément à ce sujet et qui veulent pas consacrer du temps et de l'énergie à la gestion de leurs finances. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle beaucoup préfèrent la solution de facilité et donc de recevoir une recette toute faite de son banquier ou d'un influenceur en finances personnelles pour savoir comment investir leur argent. Mais toi, ce que tu cherches à faire, c'est vraiment de donner les outils, d'aider les gens à se poser les bonnes questions pour qu'ils puissent redevenir le pilote de leurs finances et donc les amener à prendre leurs propres décisions financières indépendamment des conseils ou des informations qu'ils peuvent recevoir de leur banquier ou d'un YouTuber qui s'est enrichi très rapidement grâce aux cryptos. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre ce qu'on fait avec son argent pour qu'il soit au service, comme tu dis, de nos propres aspirations et de nos propres convictions et pas des aspirations et des convictions du voisin. Ouais, et dans ce que tu dis, en fait, je sais que je ne m'adresse pas à 100% des gens. Il y a des gens qui ça ne passionne pas ou ne trouvent pas d'intérêt à ça ou ne trouvent pas de sens à ça encore. Pour moi, c'est plus la question du sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours un intérêt de s'y intéresser une fois qu'on l'a compris. Mais c'est une question de choix. Celui qui n'a pas envie de s'en occuper et qui veut se faire accompagner et qu'il veut un truc un peu tout fait, etc., il n'y a pas de problème en fait. Il le fera, il trouvera, il y a plein de gens qui savent faire ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'accompagner, c'est ceux qui ont envie de tacler le sujet de leurs finances, qui ont envie de le saisir, qui ont envie de prendre à bras-le-corps, qui ont envie de comprendre et qui ont envie d'agir de manière alignée à qui ils sont et là où ils veulent aller. C'est à ces gens-là, moi, que je m'adresse aujourd'hui. Alors, l'objectif, vous l'aurez compris dans notre échange, c'est de vous apporter donc des clés, des éléments de compréhension pour que chaque personne qui nous écoute puisse bâtir sa propre stratégie d'investissement.
Donc pour cela, je vous avais proposé sur Instagram de me partager vos situations, vos projets pour qu'on puisse les analyser lors de cet échange. Déjà, un grand merci à celles et ceux qui m'ont soumis leur cas. Alors avec Guillaume, on les a étudiés et on en a sélectionné 3. Donc 3 cas qui sont, vous allez le voir, très différents et à partir desquels tu vas pouvoir nous apporter tes éclairages, Guillaume. Alors je vous propose de lire le premier cas et puis après, Guillaume, je te laisse bosser. Le premier cas, donc c'est Julie, 33 ans, célibataire. Elle est entrepreneuse, elle a monté sa boîte, elle habite à Nice. Elle se verse un salaire mensuel net d'impôts de 4 300 €. Elle a 60 000 € d'épargne qui sont placés sur un compte courant et sur un livret A. Alors la raison pour laquelle elle a autant d'argent qui dort sur ses comptes, c'est parce que l'argent ne l'intéresse pas, mais elle veut quand même pouvoir dépenser sans compter. Elle ne veut pas que l'argent soit un frein dans sa vie. Aujourd'hui, elle se demande si elle reste locataire ou si elle investit dans un achat immobilier. Elle se demande aussi s'il vaut mieux acheter sa résidence principale ou faire un investissement locatif. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a pas envie de consacrer du temps et de l'énergie à la gestion locative. Et si elle devait acheter un bien, son kiff, ce serait plutôt d'acheter une belle maison avec jardin, pas trop loin de la mer, dans laquelle elle se verrait bien vivre. Aussi, elle n'a pas envie donc d'avoir une charge mentale liée à la gestion de ses finances. Ce qu'elle veut, c'est de pouvoir consacrer son temps à ses loisirs et à ses projets entrepreneuriaux. D'ailleurs, elle envisage un jour de lancer une autre boîte et de quitter son entreprise actuelle. Mais pour cela, elle a besoin de se sécuriser financièrement avant de pouvoir faire ce changement. Et idéalement, elle aimerait travailler 3 jours par semaine seulement. Donc déjà, la première question qu'elle se pose, Guillaume, c'est... J'ai l'impression qu'on est nombreux à se poser cette question quand on atteint la trentaine. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale ou alors a-t-on intérêt à faire un investissement locatif ? Donc, quels sont les éléments à prendre en compte pour répondre à ces questions d'après toi ? Ouais, c'est un vrai sujet, la question de la résidence principale. C'est effectivement quand on arrive à la trentaine, parfois avant, parfois un peu plus tard, ou même parfois beaucoup plus tard, il y a toujours cette question de la résidence principale. Et elle n'est pas immédiatement répondue de manière aussi simple que ça. Elle va dépendre d'un certain nombre de paramètres et notamment de ce que chacun veut, parce que la résidence principale est en soi un projet. Ou pas. Certains individus, pour eux, c'est un projet de vie, la résidence principale. C'est d'avoir un cocon où on va faire grandir sa famille, où on va avoir son confort. Il y a un vrai sujet émotionnel lié à la résidence principale. Et il y a aussi un autre sujet qui est purement économique et financier, où on pourrait se poser la question, est-ce que d'un point de vue purement économique, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter ou de louer ? Et c'est pour ça qu'il y a 2 visions qui se confrontent lors de la résidence principale et que c'est pas si simple d'y répondre. D'autant plus que les prix de l'immobilier, et ça, je pense que c'est pas une nouvelle, tout le monde sait que ça a flambé sur les 10 dernières années. Il suffit qu'on soit proche d'une grande ville, je pense à Paris, Bordeaux ou autre, bon, c'est très vite des gros budgets. Et donc, nécessairement, c'est un projet qu'il faut tacler assez rapidement, parce qu'il empêche, on va dire, de monter les étages. J'ai l'habitude de partager autour d'un petit outil qui s'appelle la pyramide du patrimoine, où c'est comment on monte progressivement dans les étages pour se construire son patrimoine. Et la base de la pyramide, c'est, à mon sens, le sujet de la résidence principale. C'est-à-dire qu'on a du mal à monter dans les étages et donc à avoir une stratégie d'investissement et de décider d'investir tant qu'on n'a pas traité ce sujet de la résidence principale. Pourquoi ? Parce que si j'hésite aujourd'hui à acheter ou louer ma résidence principale, eh ben je ne sais pas si je vais avoir besoin d'un apport, je ne sais pas de combien je vais avoir besoin comme apport, et je ne sais pas de combien est ma capacité d'emprunt et de combien je vais devoir utiliser de cette capacité d'emprunt. Donc tant qu'on n'a pas répondu à ça, si ce projet est central ou pas, si ce projet est prioritaire ou pas, ben on a tendance à accumuler. C'est un peu ce qu'on voit ici. Guillaume, tu viens de mentionner la pyramide du patrimoine. Qu'est-ce que tu entends par là ? Qu'est-ce que tu mets au sein de cette pyramide ? La pyramide du patrimoine, j'ai une petite feuille volante, une petite illustration là-dessus qui permettra d'y voir plus clair si tu veux la mettre en lien. Mais la pyramide du patrimoine, c'est un peu un cadre pour développer son patrimoine. Ça donne en fait les grands contours de comment on peut construire une stratégie d'investissement et quels sont les différents outils qu'on a à notre disposition. Et c'est représenté comme une pyramide à plusieurs étages, avec à la base ce que j'appelle un peu les fondations, ce sujet de la résidence principale qu'on a traité un peu auparavant. Ensuite, il y a le sujet de l'épargne de précaution, c'est un autre étage. Bien définir son matelas de sécurité, c'est absolument nécessaire d'être clair là-dessus pour pouvoir imaginer investir le reste. Il faut donc avoir ce matelas de sécurité qui en général sont
sont sur des placements bancaires de type livret A, LDD, etc. C'est des choses qui sont extrêmement liquides et sécurisées en contrepartie d'un rendement un peu moindre. Ensuite, on a un autre étage qui a un rôle un peu particulier, qui est le fonds en euros des assurances-vie, qui est vraiment un étage que j'appelle l'amortisseur, qui permet en fait de faire des va-et-vient entre des supports d'investissement peut-être un peu plus long terme, un peu plus risqués, et du court terme. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent en fait sur le fonds en euros, mais c'est un étage qui respire, qui va bouger au gré de ses stratégies et au gré aussi du contexte économique. Ensuite, on remonte encore d'un étage et on a l'étage de l'investissement, où là, on va retrouver l'investissement en bourse, l'investissement immobilier, et également le private equity, qui est l'investissement, on va dire, au capital de sociétés non cotées. Ça doit représenter entre 70 et 100% en fait d'un patrimoine. Ce sont vraiment les solutions traditionnelles là, qui permettent de développer un patrimoine et sur lequel il y a déjà énormément de choses à faire. Et ensuite, le chapeau de la pyramide, le dernier étage, c'est tout ce qui sont les placements alternatifs. Et là, on y retrouve plein de choses. On y retrouve les cryptos, les métaux précieux, l'or, les matières premières, éventuellement aussi du crowdfunding immobilier, l'investissement dans les montres, dans les forêts, etc., 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 parce que c'est très large et très vaste. Mais ça donne un cadre de comment on peut aujourd'hui développer un patrimoine. Et plus on monte dans ces étages, plus le risque qu'on prend est important et plus aussi la rentabilité, le rendement généré va être aussi important. Ouais, le rendement espéré va être important. Dans une stratégie d'investissement, il y a vraiment 3 temps. Le premier temps, c'est de regarder d'où on part. C'est Julie qui nous a dressé cette situation. Voilà, il y a le salaire, on connaît ce qui rentre dans la situation financière. Il y a ce qu'aujourd'hui on a accumulé, c'est de l'épargne disponible, 60 000 € sur des livrets A et des comptes courants. Et il y a des débuts de projets. Ça, c'est là où on veut aller. C'est la deuxième étape auquel il faut répondre. Les projets et les objectifs. Il y a un sujet de la résidence principale, qui en plus est court terme. On pourrait se dire, c'est un sujet prioritaire à traiter. Et ensuite, il y a d'autres projets un peu plus moyen terme. Mais la question de la résidence principale n'est pas toute faite. Il n'y a pas de méthode, en fait. Il n'y a pas de méthode à dire, on répond à cette question, et si c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Il y a 2 visions. La vision émotionnelle, c'est de se dire, est-ce que la résidence principale est un vrai projet pour moi ? Si c'est le cas, je le positionne comme tel. Je positionne comme un objectif à atteindre. Et dans une résidence principale, il va nécessairement falloir y mettre des moyens. Ces moyens-là, c'est sa capacité d'emprunt et l'apport qu'on va pouvoir y mettre. Ça va nous définir en fait le budget maximum de notre résidence principale. Dans ce cadre-là, ça va déjà donner une vision assez claire de aujourd'hui entre les moyens que j'ai et là où je veux aller avec cette résidence principale. Est-ce que c'est possible ou pas possible ? Je prends un exemple. Si je vois cette situation-là, c'est Nice, c'est ça, donc je connais pas le prix de l'immobilier à Nice, mais on n'est pas sur des... On est à peu près à 6 000 du mètre carré. 6 000 € du mètre carré. Bon, ça peut monter très vite. 6 000 € du mètre carré, dès qu'on veut avoir un appartement qui fait 80, 100 mètres carrés ou une petite maison, on est rapidement sur des 500 ou 600 000 € de budget. Si je voulais habiter à Nice et que je voulais avoir un appartement de 80, 90, 100 mètres carrés, on va dire que le budget, c'est assez clair, c'est du 500, 600 000 €. Je vais à minima devoir mettre 10% d'apport. Les banques vont demander à minima 10% d'apport. C'était possible par le passé d'aller chercher du 110% financé, mais c'est de moins en moins le cas, donc il va falloir prévoir un apport. Ça veut donc dire que mes 60 000 €, ils sont déjà pris pour cet apport-là. Donc je veux dire que j'ai plus rien pour investir, je n'ai même plus d'épargne de précaution. En soi, ce serait même un sujet de se dire est-ce que le budget est vraiment adapté. Et en plus de ça, j'ai un salaire de 4 300 €. Est-ce que ce salaire de 4 300 € me permet d'aller emprunter les 500 000, 450 000 ou 550 000 restants pour acheter ce bien-là ? C'est pas sûr. Auto aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Donc, ça va nécessairement borner le projet de la résidence principale. Déjà, ça donne des éléments de réponse. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en partant de cette situation-là, je sais que je ne peux m'offrir que, entre guillemets, 400 000 € ou 350 000 € de budget, est-ce que ça me fait vibrer, en fait, d'avoir ce type de bien
pour ce montant d'investissement. Et ça peut venir nourrir le sujet de la résidence principale. Pour moi, c'est vraiment une itération, la résidence principale. Il faut aller creuser ce projet, il faut aller le rendre un peu plus perceptible, un peu plus concret, pour se rendre compte si c'est vraiment quelque chose qu'on veut ou pas. Et à partir de là, décider. Mais tant que la décision n'est pas prise sur la résidence principale, ça va être très compliqué de remonter et de monter dans les étages, parce qu'on ne sait pas si on va devoir disposer de nos fonds ou pas. Et à partir du moment où on va décider de monter dans les étages et d'investir réellement, on va devoir intégrer une notion supplémentaire qui est la notion de risque, qui est la notion de disponibilité des fonds. Et donc, tout ce qui est projet court terme ne sera pas nécessairement aligné avec le fait de pouvoir investir sur des supports peut-être un peu plus moyens ou long terme. Moi, ce que je pourrais dire sur ce sujet-là, il y a un vrai travail à faire sur la résidence principale. Se dire, est-ce que c'est réellement un projet pour moi ? Et si c'est pas le cas, de l'acter. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurai jamais de résidence principale. C'est juste se dire, sur le court terme, je n'aurai pas de résidence principale. Ok, ça devient peut-être un projet peut-être plus moyen terme, voire peut-être plus long terme. Mais tant que ça, c'est pas décidé, ça va être très compliqué de commencer à monter dans les étages et de construire une stratégie d'investissement qui va répondre peut-être à des projets un peu plus long terme. Ce que je constate aussi, quand je regarde la situation comme ça, si je devais conseiller cette personne-là, il y aurait à mon sens un gros travail à faire sur les projets. Mais sur les projets dans la globalité, les rendre beaucoup plus concrets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le sujet de la résidence principale, je viens d'en parler. C'est d'essayer de transformer en fait un projet en objectif. Et quand je dis objectif, c'est quelque chose qui soit mesurable, c'est-à-dire avec un budget. Quelque chose qui soit aussi temporel. Il y a un mot qu'on utilise souvent en entrepreneuriat, c'est les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, etc. Mais c'est la vraie définition d'un objectif. On part des projets et on les transforme en objectifs. J'ai un projet de résidence principale, ok. Quel budget ? Dans combien de temps ? Pour essayer de le rendre vraiment concret, qui va nous donner de la matière. Parce que là, on va travailler avec des chiffres. Là, on parle de finances. Cet argent, c'est un outil. Ce sont que des chiffres, c'est une énergie, mais c'est un outil qui est chiffré, qui est pragmatique et qui permet d'être utilisé avec des mathématiques, avec du calcul, et qui va nous permettre de dire est-ce que c'est possible ou pas possible. Donc il faut le voir comme ça. L'argent ne peut pas nous intéresser, mais on peut difficilement imaginer vivre sans argent. Aujourd'hui, c'est notre code. Aujourd'hui, le troc n'existe plus dans notre société. C'est l'argent, donc comment on fait pour avoir un rapport peut-être plus sain avec cet argent-là, mais comment on le repositionne comme un outil, et à partir de là, comment cet outil-là, on l'utilise. C'est comme un marteau, je peux en faire une belle sculpture, où je peux faire du mal à quelqu'un, où je peux me péter un doigt, mais ça reste qu'un outil. C'est comment on utilise cet outil-là. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que pour toi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect émotionnel et l'aspect économique qui va pouvoir nous aider déjà à prendre cette décision par rapport à l'achat ou la location de sa résidence principale. Donc, si je comprends bien, toi, ton raisonnement, déjà sur l'aspect économique, c'est de te dire, avec ma situation de départ actuelle, combien est-ce que je peux aller chercher auprès de la banque ? Combien est-ce que je peux emprunter ? Et avec ce montant emprunté, est-ce que la résidence principale que je peux m'offrir avec ce capital emprunté, est-ce que ça me fait vibrer ? Est-ce que ça me donne envie ? Ou au final, si la réponse est non, tout de suite, du coup, déjà, je sais que c'est pas un projet prioritaire et je vais me concentrer sur un autre projet. C'est exactement ça, c'est d'avoir quelques clés de lecture pour approfondir et venir confronter en fait une forme de réalité par rapport à ce qu'on imagine. Parce que très souvent, en fait, c'est le fait de ne pas avoir travaillé ces projets qui fait qu'on reste un peu toujours dans le flou. On ne sait pas, mais est-ce qu'on a vraiment fait un pas vers ? Et là, un des premiers pas pourrait être de dire, est-ce que aujourd'hui, avec ma situation financière d'aujourd'hui, est-ce que la résidence principale que je pourrais m'acheter, est-ce que c'est possible ? C'est un peu une confrontation entre des objectifs de résultats et des objectifs de moyens, pour essayer de sortir un peu du doux rêve. Mais cette doux rêve, des fois, c'est une forme de léthargie, de procrastination, c'est-à-dire on ne traite pas le sujet, donc on sait que c'est toujours là et que peut-être c'est réalisable, mais qu'en réalité, tant qu'on ne fait pas de pas vers ça, tous les ans, on va se poser la même question. On se dira toujours c'est court terme, mais dans 10 ans, on se dira toujours c'est court terme, il se sera passé 10 ans par rapport à la première réflexion. Ça, c'est le piège. C'est vraiment le piège de rester dans cet entre-deux en se disant c'est court terme, on verra l'année prochaine, et en même temps de ne faire aucun pas et aucune action pour traiter ce sujet-là. L'une des premières choses à faire pourrait être ça, c'est transformer ce projet en objectif clair,
Parce que là, se demande si on doit acheter sa résidence principale, ok, mais c'est quoi pour moi une résidence principale? C'est peut-être pas la même chose que pour toi et c'est peut-être pas la même chose que pour Julie, mais ça veut dire quoi? Si c'est un 30 mètres carrés, si c'est un 80 mètres carrés, si c'est dans Nice, si c'est à l'extérieur de Nice, si c'est dans les terres, et donc ça va se retranscrire par un budget, nécessairement. Et ensuite, on va essayer de le mettre en temporel, et ensuite, on peut clairement aller voir les acteurs du financement, un courtier, une banque, qui pourront nous dire est-ce que ce projet est réalisable? Et est-ce que pour ce budget-là, moi je suis OK avec ça, et ça devient vraiment quelque chose dont j'ai envie. Et très souvent, le sujet de la résidence principale, il peut être bloquant. Ouais. J'ai aussi l'impression que on s'oriente tout de suite vers l'achat d'une résidence principale, mais parce que peut-être qu'on est un peu conditionné, formaté par la société. Tu sais, c'est un peu la suite logique où tu achètes ta résidence principale, tu te mets en couple, tu te maries, et donc les projets de vie que je reçois en général sont très associés à l'achat d'une résidence principale, à la constitution, enfin la création d'une famille. Et parfois, j'ai l'impression qu'on se pose pas aussi la question de quel est le style de vie auquel j'aspire. Si par exemple, une de mes valeurs profondes, c'est de me sentir libre, de pouvoir voyager quand j'ai envie, peut-être que l'achat de la résidence principale aussi n'est pas forcément adapté au style de vie auquel j'aspire. J'observe que certains font le choix de rester locataires parce qu'ils se sentent beaucoup plus libres qu'en ayant un crédit sur le dos. Donc si on valorise la liberté, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et j'observe aussi parmi mon entourage que certains ont fait un emprunt bancaire et maintenant ils ont l'impression un peu de s'être enfermés un peu dans cette prison dorée où ils ne peuvent pas quitter leur job parce qu'ils doivent rembourser leur mensualité, et donc du coup ils se retrouvent finalement dans une situation inconfortable, peut-être parce qu'ils ne se sont pas posé ces questions avant d'acheter leur résidence principale. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est ultra important que chacun se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est un choix réellement choisi, ou est-ce que c'est un choix un peu par défaut, presque subi? Parce que c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Et puis, tous mes amis font ça. Moi, je peux parler de mon cas personnel sur ce sujet de la résidence principale, parce que pour le coup, moi, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. J'aurais pu le devenir X fois propriétaire de la résidence principale, mais depuis 10 ans, je constate que je cherche toujours où est-ce que, avec ma famille, on a envie de s'installer. Et donc, en 10 ans, on a bougé peut-être tous les 2 ans de ville, et à chaque fois, on se disait « Ah ouais, c'est là ». On passe un an là-bas, et au bout d'un an, on se dit on a quand même déjà envie de bouger, puis on repasse un an avant de se dire ok, on va bouger et on rebouge. Jusqu'à l'année dernière, où est apparu quelque chose qui ne serait pas apparu si on avait figé un peu notre situation, c'est le fait d'expérimenter une vie un peu plus nomade. Et là, on est parti depuis un an sur les routes avec ma famille, enfin sur les routes. On loue des Airbnb, on n'est pas en camion, mais on est nomade et on bouge de pays en Europe tous les 2-3 mois en louant des Airbnb. Et c'est un style de vie qu'on apprécie réellement de vivre, même si on sait déjà qu'il y aura une fin à ça. Et que peut-être cette fin à ça sera vraiment un vrai choix très calé, très aligné d'endroits où on pourra réellement s'installer. Mais il fallait qu'on passe par ce chemin-là pour arriver à ça. Et je crois qu'il faut apprendre à s'écouter, en fait. Il faut apprendre à s'écouter et aujourd'hui à aligner ses finances avec ses projets de vie. C'est pas juste une grande phrase, c'est une réalité. C'est aujourd'hui, on a la possibilité d'aligner ses finances à partir du moment où on le positionne comme un outil, cet argent, et qu'on a une relation très saine avec ça. Si c'est une énergie, il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est une énergie l'argent. Ok, il y en a besoin pour vivre, c'est un outil, ça fonctionne. Ok, maintenant je peux décider de le réaligner avec des choses qui comptent pour moi, mes projets, et peut-être même des choses encore plus hautes que mes projets, mes convictions. Donc à partir de là, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste cette énergie-là, cette ressource-là. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je décide de rien en faire? Parce que pour moi, le pire, c'est de rien en faire. Par exemple, prenons cet exemple, 60 000 € placés sur un livret A et compte courant. Donc si le livret A est plein, le plafond, c'est 23 000 €, ça veut dire qu'il n'y a pas loin de 40 000 € sur un compte courant. Aujourd'hui, la banque, elle est extrêmement contente d'avoir 40 000 € sur un compte courant. Et ces 40 000 €, ils sont utilisés. Pas au profit de Julie, ils sont utilisés au profit de la banque. Aujourd'hui, elle se régale, la banque, d'avoir de l'argent gratuit à disposition, où elle ne rémunère absolument pas Julie là-dessus, et elle va l'utiliser et sur des choses qui ne sont peut-être pas en lien avec les valeurs de Julie. Et elle laisse faire. Moi, je pourrais dire, Julie, tu laisses faire ça, en fait. Si vraiment tu voulais réaligner ces finances à tes projets, voire même à des convictions, ben, il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu traites le sujet. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Et il faut que tu le remettes en mouvement par rapport à ce qui est important pour toi.
Ce que je constate aussi quand on a la trentaine comme Julie, c'est que parfois aussi on ne prend pas cette décision parce qu'on attend aussi d'être en couple et qu'on se dit, voilà, peut-être que moi j'ai envie d'acheter ma résidence principale, mais peut-être que comme toi, Guillaume, je vais faire la connaissance de quelqu'un qui, pour le coup, lui ou cette personne aspirera à plus de liberté et aura envie d'avoir une vie un peu de nomade. Donc il y a aussi ça qui peut expliquer que cette décision est sans cesse repoussée à plus tard. Mais à partir de là, moi, quand j'entends ça, c'est un projet. Moi, quand j'entends ça, c'est, en fait, je n'ai pas de projet de résidence principale à court terme. En revanche, je veux, en gros, avoir une certaine disponibilité de mes fonds sur du moyen terme parce que pourrait arriver ce projet de résidence principale. Et ça vient colorer la stratégie d'investissement. Clairement. Et c'est important de le noter. Mais ce n'est plus pareil que est-ce que je dois acheter ma résidence principale à court terme ou pas. C'est là, déjà, on a donné un premier élément de réponse, c'est je n'imagine pas acheter ma résidence principale à court terme seul. Ça pourrait arriver demain si je rencontrais quelqu'un et qu'on décidait d'y aller. Donc, si je dois faire des investissements, peut-être que j'ai besoin d'avoir une forme de disponibilité de cet argent parce que je sais il faut que je sois agile dans ma stratégie. Et ça se prend en compte. Ça se prend en compte dans la stratégie d'investissement, dans le choix des enveloppes, dans le choix des supports. Quand tu dis donc court terme, là on parle de entre 0 et 3 ans, et moyen terme, ça va plutôt être entre 3 et 8 ans, c'est ça? C'est à peu près ça. Les trois grandes échelles de temps, court terme 0-3 ans, moyen terme entre 3 et 8 ans, et long terme supérieur à 8 ans. Après il y a du très long terme à 20 ans, mais c'est un peu là-dessus dans le monde de la finance on s'entend sur les horizons. Et toi, personnellement, pour en revenir à ta situation, je trouve ça toujours surprenant qu'un ancien conseiller en gestion de patrimoine n'ait pas acheté, n'ait pas investi dans l'immobilier. Donc, ça veut dire que tu n'as pas du tout investi dans l'immobilier, que ce soit à travers une résidence principale ou un investissement locatif, parce que une de tes valeurs, enfin, ce à quoi tu aspirais, c'était vraiment de te sentir libre et d'avoir cette vie de digital nomade. Oui, alors il y a plusieurs choses là-dedans. C'est un parcours. C'est pas, je savais pas que j'allais en arriver là 10 ans après. Donc nécessairement c'est un chemin et c'est un peu, tu avances en chemin. Il y a des choses qui se révèlent à toi et voilà. Non, moi en fait il y a plusieurs choses dans le chemin. Il y a profondément. Aujourd'hui, je pense que je peux le nommer parce que je l'ai conscientisé. Il y a 10 ans c'était là, mais j'en avais pas conscience. Il y a pour moi un vrai sujet autour de la liberté et du mouvement. Ça c'est très personnel. Et c'est quelque chose que j'avais envie de vivre, mais dont j'avais pas conscientisé parce que pour moi, la vie, c'était acheter une maison, s'installer à un endroit. Bref, la vie de nomade, je l'ai jamais imaginée en fait. On a commencé à en parler il y a 1 an et demi avec ma femme, mais avant ça, je l'imaginais pas possible en fait. Mais c'était une barrière que je me mettais dans ma tête. Là, il y a plusieurs choses. Je pense que la question de la résidence principale, je n'ai jamais passé le pas parce que justement, je n'ai jamais su où est-ce que je voulais m'installer. Plus ça le sujet. C'est pas est-ce que j'achète ma résidence principale ou pas, c'était plus la question du où. Et tant que j'avais pas répondu au où, je pouvais pas passer à l'action sur ce sujet-là. Donc je ne suis pas passé à l'action sur le projet de la résidence principale. Après, j'ai investi dans l'immobilier, pas dans l'immobilier traditionnel, j'ai investi dans de la SCPI, moi, Société Civile de Placement Immobilier, qui est de l'immobilier d'entreprise, mais je n'ai pas investi dans l'immobilier traditionnel. J'aurais pu le faire quand j'étais salarié et j'aurais dû le faire d'ailleurs, mais j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. J'étais pas suffisamment éclairé sur le sujet et je procrastinais un peu là-dessus. Alors que quand j'étais salarié, j'avais une grosse capacité d'emprunt, je pouvais y aller. À partir du moment où tu bascules en entrepreneur, c'est un peu plus difficile au démarrage de passer à l'action sur ces sujets-là. Il te faut des bilans, il te faut voilà. Donc c'est quelque chose pour le coup que moi je regrette de ne pas avoir fait, d'utiliser plus l'effet de levier du crédit quand j'étais salarié, et notamment de pouvoir essayer du loueur meublé non professionnel, ces choses-là. Mais là, c'est des projets que je suis en train de retravailler de mon côté. Tu dis que tu aurais dû le faire et que tu regrettes, donc ça veut bien dire que même si à ce moment-là, c'était encore très flou dans ta tête, tu ne savais pas si tu voulais acheter ta résidence principale et surtout où tu voulais l'acheter, finalement, aujourd'hui, avec le recul, tu dis que stratégiquement parlant, financièrement parlant, ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant d'emprunter quand tu avais la capacité d'emprunter en tant que salarié, même si tu avais encore toutes ces inconnues, tous ces facteurs inconnus. Oui, j'ai toujours été à peu près sûr que le sujet de la résidence principale, il était toujours moyen terme, mais il n'était pas court terme pour moi. C'était pas un élément bloquant pour pouvoir investir. Je l'ai jamais vu comme ça. Le projet de la résidence principale, pour moi, il n'a pas été dire « je n'investis pas dans du locatif parce que j'ai mon projet de résidence principale et je ne sais pas à quoi il va ressembler ». Non, moi, ça a été plutôt l'ignorance, en fait, à l'époque.
parce que j'aurais très bien pu investir. Et aujourd'hui, effectivement, avec du recul, j'aurais été au taquet de ma capacité d'emprunt. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je serais vraiment allé au taquet de la capacité d'emprunt, d'utiliser cet effet de levier du crédit au maximum pour pouvoir lever, pour pouvoir travailler sur un patrimoine immobilier. Ça, c'est une certitude. Mais chacun doit faire son chemin par rapport à ça. Et chacun doit aller chercher ses convictions. Par rapport donc à ton style de vie actuel, pour toi, ça n'aurait pas été un élément bloquant, le fait d'avoir un crédit sur le dos pour continuer à vivre et à voyager comme tu le fais aujourd'hui? Je comprends la question. En fait, pour moi, la résidence principale et l'investissement locatif, c'est deux choses différentes. Pour moi, dans ma perception. Donc là, tu me parlais d'un investissement locatif. Ouais, parce que pour moi, un investissement locatif, oui, tu utilises le crédit, mais en soi, ton engagement, il n'est que sur la différence, ce qu'on appelle ta participation, ton effort d'épargne. Parce que tu fais un crédit immobilier que tu vas devoir rembourser à la banque, mais tu vas avoir des loyers en face, ok, et tu vas donc calculer ce qu'on appelle le cash flow en prenant en compte tout, hein, la fiscalité, les charges, etc. Et ce cash flow, il est positif dans de rares cas, c'est-à-dire que ton appartement te rapporte de l'argent, mais c'est possible, ça existe. C'est d'ailleurs beaucoup de formations YouTube à 4 000 € te sont vendues dans cette espérance-là. La réalité est tout autre. Hein. Pour moi, avoir accompagné beaucoup d'investisseurs immobiliers qui étaient partis dans ce secteur-là, en soi, le cash flow positif, c'est compliqué, mais ça demande en général un effort d'épargne. Et en fait, ton engagement, il est sur cet effort d'épargne. Il n'est pas sur le crédit de 800 € que tu dois rembourser. Il est peut-être sur les 150 € par mois qui sont la différence de tout ça, qui sont la différence de ton opération. Donc, pour moi, c'était pas un frein, ça, au fait de ma liberté d'avoir un crédit sur le dos, parce qu'en soi, c'est un investissement. Donc, c'était plus une question de flux. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à bloquer 150, 200, 300, 400 € par mois sur le développement de mon patrimoine immobilier? En prenant toutes les hypothèses que tu veux, des garanties de loyer impayés, etc., enfin tout ce que tu veux, ou sinon tu pars vraiment sur de la SCPI, où tu n'as pas du tout ces sujets-là, il y a un tout petit peu moins de rentabilité, mais tu as une tranquillité de gestion par rapport à ça. Mais pour moi, ce n'est pas une question d'emprunt que je vais avoir sur le dos, c'est une question de flux, de capacité d'épargne incompressible, en revanche, que je ne pourrais pas abandonner comme ça. Donc, ça n'aurait jamais été frein, en fait, dans mes projets de liberté, nomade, etc. Donc, il y a une vraie différence entre la résidence principale et l'investissement locatif. C'est deux choses différentes, même si dans les deux cas, on peut utiliser le crédit. Si je résume, si c'était à refaire, quand tu étais encore salarié, tu aurais été au maximum de ta capacité d'emprunt pour emprunter et investir dans l'immobilier, mais pas dans ta résidence principale, soit dans un investissement locatif ou alors dans de la SCPI, en tout cas quelque chose qui nécessite un effort d'épargne qui n'est pas conséquent et qui va ne pas te bloquer pour tes autres projets. Donc plutôt autour d'une centaine d'euros plutôt que près de 1 000 € de mensualité de crédit à rembourser chaque mois. Ouais, absolument. Quand on veut faire de l'investissement locatif, en général, on regarde, pour bien dimensionner un investissement locatif, on regarde bien entendu la capacité d'emprunt que tu peux avoir. Tu ne pourras pas emprunter plus que ça. Donc ça donne déjà le budget maximum. Mais on regarde aussi l'effort d'épargne que va te demander cette opération. Donc ça nécessite de le simuler avec des hypothèses. Mais je vais acheter, je sais pas, un bien, c'est 300 000 €. Je vais donc faire un crédit en mettant 10% d'apport. Je vais avoir des loyers de temps. Peut-être que je vais avoir un peu de vacances locatives, un mois par an, j'imagine que j'ai personne, j'en sais rien. On prend les hypothèses qu'on veut. Tout ça, les simulateurs, il en existe plein, te permettent de te donner un plan d'investissement. Où ça va être, tous les mois, ça va te coûter tant. Tu vas connaître à l'avance combien ça te coûte. Avec les hypothèses que tu t'es fixées. Hein. Attention, les hypothèses peuvent bouger, ce qui fait, c'est ça la notion de risque. Hein. C'est je me fixe des hypothèses, si c'est pas ces hypothèses qui se passent, c'est pas ce qui se passera sur mon plan d'investissement. Mais en prenant plusieurs hypothèses, peut-être un cas médian, un cas critique, un cas favorable, ça me donne une espèce de fourchette de différentes possibilités. Si je suis à l'aise avec cette fourchette, je m'engage en suivant sur un effort d'épargne incompressible. Et peut-être qu'il est entre 200 et 400 €. Et je vois ce que ça me fait. Je me dis, est-ce que c'est OK pour moi, sur le long terme, de bloquer 200 à 400 € pour un investissement immobilier? Si c'est le cas, des fois, c'est beaucoup du ressenti. Hein. C'est pas que de l'analytique, c'est aussi de se dire, oui, 200 €, c'est bon, pas de problème. Et au pire du pire, je peux imaginer le revendre. Par contre, il y a des conséquences à ça. Il y a peut-être des frais en plus, une rentabilité de l'opération en moins, je connais pas l'état du marché à ce niveau-là. Mais en soi, la décision dans l'investissement immobilier, elle pourrait se résumer presque à un montant d'effort d'épargne.
un montant d'apport, parce que maintenant il faut mettre de l'apport, mais par le passé c'était pas nécessaire. Donc il y a un montant d'apport à bloquer et il y a un montant d'effort d'épargne. Et après, il y a ses convictions dans le marché immobilier, dans est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, est-ce qu'aujourd'hui c'est trop haut, est-ce que c'est trop bas, voilà. Justement, est-ce qu'on doit prendre en compte le contexte économique actuel, donc avec l'augmentation notamment des taux d'intérêt, pour pouvoir répondre à cette question? Oui, il faut toujours le prendre en compte, le contexte économique. Après, est-ce que c'est la vraie question, c'est à quel poids il doit peser dans la balance de la décision? Il y a 10 ans, c'était le meilleur moment pour investir, mais c'est trop tard. Donc aujourd'hui, on n'a que le présent. On n'a que aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et là, bien né est celui qui pourra te dire où on va demain. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va baisser? Par contre, on peut prendre la température de l'eau. Aujourd'hui, la température de l'eau, effectivement, on pourrait se dire, elle est un peu froide parce que les marchés financiers sont très hauts, parce que l'immobilier, ça commence à baisser du fait de la montée des taux. Ok, mais moi, je sais pas de quoi est fait, je sais pas du tout ce qui va se passer si dans 10 ans, l'immobilier aura pas encore fait x2. Tu vois, je sais pas, j'en ai aucune idée en réalité. Et je pense que personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on est quand même sur des plus hauts. Hein, que ce soit en immobilier, que ce soit sur les marchés financiers, on tape tous les records en fait. Ça n'a jamais été aussi cher. Donc, on est en droit d'imaginer qu'il puisse y avoir des corrections à court terme. Mais à partir du moment où tu réfléchis long terme et qu'un investissement immobilier, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, comme un placement en bourse, c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme, quel est le poids de ce contexte économique d'aujourd'hui dans ta décision? Et ça, c'est à chacun de répondre à ça. Un autre point qui peut être intéressant aussi à prendre en compte, c'est, comme on disait tout à l'heure, sa capacité donc maximale d'emprunt. Et une question que je me pose, c'est quand on fait un investissement locatif ou quand on investit dans de la SCPI qui va nécessiter un effort d'épargne du coup moins important, est-ce que la contrepartie de ça, positive, ce sera qu'on atteignera moins rapidement notre capacité maximale d'endettement? Je dis ça parce que, par exemple, Émilie Malgouir, que j'avais reçue dans l'épisode 4, qui est investisseuse dans l'immobilier, elle m'avait dit, Aude, si tu as la possibilité d'emprunter pour faire un investissement locatif, c'est une connerie d'acheter ta résidence principale, puisqu'en achetant ta résidence principale, tu mobilises du taux d'endettement pour un passif. Ouais, alors moi je suis pas du tout aligné à ça, pour le coup. Parce que, en fait, non mais en soi, c'est toujours pareil, c'est qu'une question de perspective et de perception. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vérité là-dedans. C'est-à-dire que oui, la vérité, c'est que si ton objectif et ton projet, c'est d'augmenter ton patrimoine et que c'est ton projet prioritaire, il n'y a pas de problème. C'est effectivement ce qu'il faut faire. Tu n'achètes pas de résidence principale, tu utilises le maximum de ta capacité d'emprunt pour pouvoir l'utiliser pour le développement de ton patrimoine. Mais ça veut dire que c'est en lien avec une stratégie globale et avec un projet global, qui est peut-être un projet d'indépendance financière, j'en sais rien en fait. Mais ça, c'est propre à chaque individu. Moi, je peux te dire qu'il y a plein d'individus, leur sujet, c'est pas l'indépendance financière. Leur sujet, c'est construire leur famille, d'avoir un endroit où vivre. C'est ça qui est important pour eux. Mais si c'est ça qui est important pour eux, leur résidence principale est un projet. Et c'est un projet auquel il faut répondre. Moi, par exemple, je sais que je serai propriétaire de ma résidence principale dans les 5-6 années qui vont arriver. Ça devient de plus en plus clair pour moi que c'est un projet. Alors même que cette capacité-là, je pourrais l'utiliser pour d'autres investissements locatifs. Mais en réalité, mon projet qui est important pour moi aujourd'hui, c'est la résidence principale. J'ai envie d'avoir un toit où j'élève ma famille, où je me pose, qui est chez moi, etc. C'est un projet. C'est un projet qui est important pour moi et que je mets bien avant le développement de mon patrimoine. À partir du moment où, pour moi, le patrimoine, l'argent, n'est qu'un outil au service de mes projets. Je ne vais pas attendre 70 balais pour m'acheter ma maison et me sentir bien dedans. Mais pour certains, c'est un projet, et ça se respecte en fait. Donc il n'y a pas de vérité toute crue et toute faite par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important pour chacun de se poser les bonnes questions de ce qu'il veut vraiment, et pas de ce que veulent les autres. C'est qu'est-ce que je veux moi. Et à partir de là, je vais pouvoir construire quelque chose qui est en lien avec ce que je veux moi. Ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui ne se préoccupent pas de ce que font les autres. C'est ceux qui se préoccupent aujourd'hui de ce qui est important pour eux. Et peut-être ce qui est important pour eux, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est peut-être quelque chose qu'il y a à inventer, c'est peut-être quelque chose qu'il y a à construire. Eh bien, grand bien leur face. Chacun aujourd'hui doit pouvoir répondre à ça.
Si on revient au cas spécifique de Julie, j'ai l'impression aussi qu'elle, elle souhaite se tourner vers la résidence principale parce que, comme je disais, elle n'a pas envie de s'embêter avec la recherche d'un bien rentable, avec la gestion des travaux, puis la gestion locative. Elle veut que ce soit simple. Elle n'a pas envie de dépenser du temps et de l'énergie là-dessus. Mais il existe quand même d'autres alternatives, comme par exemple passer par des boîtes comme, je peux citer Mastéos, ImmoCities ou encore Bivouac, qui, elles, vont proposer un investissement locatif clé en main, donc auprès desquels on va pouvoir déléguer tout le processus d'achat et de location. Est-ce que ça peut être une bonne solution ? Qu'est-ce que tu penses de ce type de solution ? Yes, c'est vrai que là, pour moi, c'est plus une question de croyance. C'est de se dire, s'il faut que j'investisse dans l'immobilier locatif, en fait, on est chacun borné par nos croyances. On est tous blindés de croyances, moi le premier. Donc, à partir de là, c'est vrai que quand je vois ça, là, j'apporterai de l'éducation en disant, aujourd'hui, pour de l'investissement immobilier traditionnel, c'est-à-dire on va acheter un appartement, on va le louer, etc., il y a plein de boîtes que tu as nommées, il y en a d'autres, Mon Majordome, Little Worker, c'est pas ce qui manque, qui accompagnent de A à Z et clé en main, du début à la fin, de la recherche du bien, au montage du dossier de financement, à la réalisation des travaux, à la gestion et à la mise en location. Et c'est du clé en main, c'est-à-dire que tu peux habiter à Nice et investir à Rouen ou à Bordeaux, et il n'y a pas de problème, ils gèrent tout. Ils gèrent tout de A à Z, et tu pourrais même jamais te déplacer pour y aller, parce que tu peux même faire une procuration auprès de ton notaire qui est à côté de chez toi. Donc ça, c'est une possibilité. Et c'est ce qui se fait de plus en plus, et il y a plein d'acteurs très bons là-dessus, qui sont assez efficaces, qui ont développé un vrai réseau, à la fois d'architectes, à la fois pour les travaux, à la fois pour la recherche, à la fois pour le sourcing, enfin bref. Donc tout ça existe aujourd'hui. Et si vraiment tu veux pas t'embêter avec toutes les contraintes de l'immobilier, les risques de l'immobilier, les impayés, enfin toutes ces choses-là, il y a une solution qui s'appelle la SCPI, Société Civile de Placement en Immobilier, où là, pour le coup, c'est sans aucun souci de gestion, c'est de l'immobilier d'entreprise, et tu peux, comme de l'immobilier traditionnel, le faire financer. C'est des taux d'intérêt un petit peu plus chers, c'est des conditions un tout petit peu différentes, mais ça existe, et ça fonctionne. Après, avec la hausse des taux aujourd'hui, il faut regarder si c'est rentable, ça c'est un autre sujet, mais ça existe. En gros, les deux solutions qui semblent correspondre à son profil, en tout cas qu'elle pourrait regarder, si elle s'oriente plutôt vers un investissement locatif, ce serait soit donc l'investissement locatif classique, soit la SCPI. Oui. Moi, dans le cas de Julie, comment je m'interrogerais, en fait, je m'interrogerais avant tout sur ce projet de résidence principale dont on parle depuis plusieurs dizaines de minutes. Là. C'est pour moi le sujet central de ce cas-là. Et de se dire, est-ce que c'est vraiment un sujet ou pas ? Parce qu'elle ne pourra pas partir sur de l'investissement locatif, décider de partir sur de l'investissement locatif, quel qu'il soit, tant qu'elle n'a pas répondu à ce projet de résidence principale. Donc, première action, presque, définir ce projet de résidence principale. Même si ça prend 3 mois, c'est pas grave. On fait un pas, construire une stratégie d'investissement, des fois ça prend 1 an, et c'est pas grave en soi. Et ça va permettre de clarifier ce point-là pour passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça va être de se dire, comment je peux investir en lien avec mes autres projets. Il y a d'autres projets, peut-être moyen terme, long terme, ou peut-être que Julie, il faut aussi qu'elle se questionne un peu plus sur ses projets long terme. Peut-être que, je sais pas, très souvent on parle d'avenir, retraite, enfin tous ces sujets-là, est-ce que c'est quelque chose qui est important, pas important, c'est trop loin ? Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait être un peu plus central aujourd'hui ? Même si j'ai pas de projet très clair, je sais que à l'avenir, j'ai envie de préparer mon avenir au sens très large. Peut-être que là, je peux trouver des outils qui me permettent ça, mais si je devais conseiller Julie, il me manquerait ça en fait. Il me manquerait vraiment la direction. Là, je ne saurais pas lui dire est-ce que c'est plutôt de l'immobilier locatif, est-ce que c'est les deux, est-ce que c'est un peu d'assurance vie, est-ce que c'est du PEA, est-ce que c'est de la bourse, est-ce que c'est de la SCPI. Il me manquerait en fait une vraie discussion pour bien clarifier les projets et bien clarifier ce qu'elle veut en fait. Et bien clarifier qui elle est pour peut-être proposer des choses qu'elle ne connaît pas aujourd'hui et qui pourraient répondre à, tout simplement, comme étant des solutions qui pourraient répondre à son cas. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le concret, si on se dit effectivement la résidence principale, peut-être que c'est pas un projet court terme parce que il y a encore toutes ces inconnues et que à nouveau moi ce qui m'intéresse c'est plutôt là de concentrer mon temps et mon énergie sur mes loisirs, sur mes projets entrepreneuriaux et donc de faire passer mon projet d'entreprise avant justement ce projet de résidence principale. Dans ce cas-là, tu vois comment les finances de Julie peuvent épouser finalement ces projets-là. Première chose, c'est bien définir un montant d'épargne de précaution.
Alors aujourd'hui, ce matelas de sécurité, si je veux entreprendre, si je veux être sécurisé sur le plan financier parce que je vais prendre des risques, etc., j'ai besoin de définir un montant d'épargne de précaution. Est-ce qu'il est de 10 000? Est-ce qu'il est de 15 000? Est-ce qu'il est de 20 000 euros? Ça, c'est à elle d'y répondre. Il y a quelques bonnes pratiques. Il faut 3 à 6 mois de salaire, ou 6 à 12 mois de charge, ou tout simplement un forfait avec lequel je me sens à l'aise. Parfois, c'est j'ai besoin d'un livret A plein et c'est mon montant d'épargne de précaution. Bon voilà, déjà, c'est bien définir ça. Parce qu'une fois qu'on a bien défini ça, bah, le reste, on peut l'investir. Et là, il faut qu'on le ramène au projet un peu plus moyen et long terme. Et dans ce que j'entends, moi je proposerais plus des solutions comme de l'assurance vie, des choses comme ça qui permettent d'avoir une forme de liquidité sur son argent. C'est-à-dire de se dire, bah, si dans 3 ans, dans 4 ans, mes projets ils évoluent un peu et je refais le point sur ma situation, ou même dans un an, hein, et je me dis, bah, oui, le projet résidence principale, là, il commence à apparaître, bah, peut-être que je veux pas m'être engagé sur des choses long terme qui ne sont pas liquides. Peut-être que je veux pouvoir disposer de mes fonds à tout moment. Même si j'ai pris la décision de partir sur des supports un peu plus long terme, etc. C'est une deuxième réflexion, la stratégie d'investissement à l'intérieur des enveloppes, comment j'investis en bourse, mais je partirai peut-être plus sur ce genre d'enveloppe-là. C'est vrai que l'assurance vie me paraît, dans son cas, quelque chose qui est super intéressant, qui puisse lui permettre d'investir dans plein de supports différents, que ce soit des actions, des obligations, des trackers, de l'immobilier, enfin, bref, plein de choses, du fonds en euros aussi, qui ici pourrait jouer le rôle en fait d'amortisseur entre ces projets court terme et moyen terme. Hein, c'est pas là qu'on va gagner de l'argent sur les fonds en euros, c'est sensiblement la même chose qu'un livret A, voire moins en ce moment. Mais en revanche, c'est quelque chose qui peut permettre de dire, là je me positionne, là je vais sur des choses un peu plus risquées, ensuite je reviens sur mon fonds en euros. Bref, on peut utiliser le fonds en euros comme un fonds de départ et d'arrivée pour faire respirer notre stratégie et la réaligner un peu avec notre moyen et notre court terme. Donc ça serait ce genre de solution qui, à mon sens, faudrait pouvoir les creuser, peut-être même avant de parler d'investissement locatif. Si sa priorité, en effet, c'est plus de se consacrer à ses projets entrepreneuriaux plutôt que d'acheter tout de suite sa résidence principale, là, tu l'orienterais plus vers des solutions donc liquides, où il y a une liquidité importante. Par exemple, l'assurance vie et une enveloppe qui répond parfaitement à ça, parce que dans l'assurance vie, on peut retrouver plein d'actifs différents, comme tu dis, immobilier, actions, obligations. C'est ça, on peut affiner un peu la stratégie, si elle est un peu plus moyen terme, un peu plus long terme, ça peut se travailler à l'intérieur de l'assurance. Et toi, personnellement, parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre cette Julie et toi, en tout cas de la façon là dont, dont on l'a décrit, parce que tout à l'heure, tu me parlais du coup de ton projet de résidence principale. C'est quelque chose que tu as en tête, mais en même temps, je sais qu'aujourd'hui, tu développes beaucoup tes activités entrepreneuriales. Comment est-ce que tu places le curseur entre ce projet de résidence principale et ces projets plus court terme pour développer Regenize? Ah, c'est une super question. J'essaie de trouver un équilibre en soi. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis tellement... je me sens plus en mission que dans le développement d'une boîte. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais en réalité, ce que je développe aujourd'hui, j'y crois vraiment. Et donc, je fais le choix d'investir, en fait, dans mon entreprise. Donc, à partir de là, j'ai réaligné, pas plus tard que l'année dernière, j'ai réaligné, en fait, mes investissements, ma stratégie d'investissement pour répondre à ça. Mon entreprise a des besoins de financement, et j'ai des moyens de mon côté, et je décide de réaligner en fait mes finances à mes projets. Mon projet principal étant de développer cette boîte. Donc à partir de là, j'ai réaligné mes finances pour ça. Mais je n'ai pas fait n'importe quoi. J'ai pas mis 100% de mon patrimoine dans ma boîte. J'ai investi ce dont la boîte avait besoin. Je fais avec ça. J'ai fixé un budget. En fait, c'est presque deux personnes à l'intérieur de moi qui se parlent. Il y a on va dire, le Guillaume Simonin, chef de famille, et le Guillaume Simonin, branche professionnelle, chef d'entreprise. Ok, et il y a des ressources partagées dans tout ça. Qu'est-ce que le chef de famille décide d'allouer à l'entrepreneur? Tout en continuant à développer les projets de famille qui ne sont pas que l'entreprise. Même si l'entreprise peut venir nourrir les projets de famille à moyen ou à long terme, bien entendu. Donc il y a un travail, il y a une communication à avoir pour avoir quelque chose à un moment, de sentir que c'est ok. Moi je crois beaucoup à ça. Hein. En fait, au bout d'un moment, je crois à l'évidence. C'est-à-dire tant que c'est pas évident, presque faut pas y aller. Et il y a un moment, on travaille les choses, on fait des scénarios, on fait ci, on fait ça, puis à un moment, presque les montants se calent. C'est tac, ouais, là ça me paraît ok. Et c'est évident. Et à partir de là, tu y vas. Donc là, par exemple, pour quelqu'un qui veut entreprendre, je pense que c'est vraiment important de se dire, est-ce que mon entreprise, qui est presque une personne à part,
va avoir besoin de ressources, est-ce que je suis capable de lui donner ces ressources-là? Et l'entreprise, le développement de sa boîte devient un projet, en fait. Ça devient un projet qui doit être mis sur sa ligne de vie. J'utilise cet outil de la ligne de vie, c'est de se dire, pour avoir une lecture de ces projets, c'est inventorier ces projets, essayer de les budgéter. Ma résidence principale, 300 000, mon projet entrepreneurial, je sais pas, 30 000, mon épargne de précaution, 20 000, enfin bref, on liste un peu tous ces projets. Et ensuite, on essaie de les positionner sur un horizon de temps qui est une ligne de vie. Ah ben, mon projet entrepreneurial, c'est immédiat, les 30 000, c'est aujourd'hui. Ma résidence principale, c'est peut-être dans 5 ans. Et en fait, tu traces une ligne de vie, tu positionnes sur un horizon de temps ces différents projets avec le budget et tu essaies de faire après un travail de priorisation. C'est-à-dire sur tous ces projets-là, parce que là, il faut y aller sur les projets, on en a plein, il faut y aller, il faut les noter, il ne faut pas se brider sur la faisabilité dans un premier temps. On les pose et à partir de là, on regarde et on priorise. Est-ce que ma résidence principale, c'est le plus important? Oui. Est-ce que mon entreprise, c'est le plus important? Oui. Est-ce que ma retraite, c'est le plus important? Oui, mais je pense que j'ai encore un peu le temps, donc je le mets en priorité 2. Les autres sont en priorité 1. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tiens, j'avais prévu de faire un tour du monde. Est-ce que vraiment... Non, allez, priorité 3. J'en sais rien. Ce qui fait que sur ta ligne de vie, tu as quelque chose de visuel en disant, voilà les projets. Ce sont tous mes objectifs de résultats qui sont priorisés. Maintenant, en face de ces objectifs de résultats, je dois mettre des objectifs de moyens. Et aujourd'hui, les objectifs de moyens, c'est mon patrimoine disponible que j'ai déjà constitué et c'est ma capacité d'épargne, c'est-à-dire le flux que je peux allouer chaque mois pour mes projets futurs. Et il y a juste un tout petit travail après à faire de confrontation entre les objectifs de résultats et les objectifs de moyens et regarder si en opposant les deux, est-ce que c'est réalisable ou pas. Et si c'est pas réalisable, il y a 2 options. C'est soit il faut que j'augmente mes objectifs de moyens, et là c'est des questionnements sur les revenus, les dépenses, le budget jusqu'à une certaine mesure, soit même de reconversion, enfin j'en sais rien, d'entrepreneuriat. Et sinon, c'est la question sur les objectifs de résultat, pour pas s'envoyer du rêve, et pour pas se faire miroiter des choses qui seront inatteignables. Et donc peut-être qu'il faut prioriser des projets, peut-être qu'il faut baisser l'objectif de résultat de certains projets. Voilà, il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ça, qui va permettre, une fois qu'on a secoué tout ça, qui va permettre de construire une stratégie d'investissement alignée en choisissant un comment. Et c'est là qu'intervient le comment. Et seulement à ce moment-là qu'intervient le comment, peut-être de la solution en assurance vie, peut-être de l'immobilier, peut-être de la SCPI, peut-être du PEA, peut-être de XXX, de la crypto, enfin peu importe. Après, il y a des bonnes pratiques pour construire une stratégie d'investissement, mais ce ne sont que des solutions qu'on va utiliser au service de cette stratégie-là, qui elle-même est au service de la réalisation de ces projets. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est de comprendre l'importance des objectifs de moyens et de se dire que les objectifs de moyens sont aussi importants que les objectifs de résultats. Et donc, pour moi, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je suis prête à mettre en œuvre, qu'est-ce que je suis prête à investir en temps et en énergie pour parvenir à ces objectifs de résultats que je me suis fixés. Et la manière d'atteindre ces objectifs, même parfois, elle est presque plus importante que les objectifs en soi. Donc, tu vois, si je reprends l'exemple de cette vie à laquelle j'aspire, qui est une vie de liberté, dans laquelle je peux voyager, dans laquelle je souhaite consacrer mon temps et mon énergie à ce qui compte vraiment pour moi, à ce qui fait du sens. Est-ce que la solution, en fait, c'est de revoir mes objectifs de résultats à la baisse ou alors de me dire, en fait, si je veux arriver à ces résultats-là, aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que peut-être de sacrifier, je sais pas, quelques soirées, quelques week-ends, voire même quelques années pour mettre en place un système, une stratégie qui va me permettre d'atteindre ce à quoi j'aspire sur le moyen long terme. Donc, il y a vraiment ce côté, où est-ce que je place le curseur entre d'un côté faire des choix difficiles au moment présent pour espérer un avenir meilleur et de l'autre côté, adopter dès maintenant le style de vie qui me correspond, profiter du moment présent au risque peut-être d'avoir un avenir plus difficile. Oui, c'est un équilibre à trouver et c'est pour ça qu'il est important de se poser la question du sens du projet du long terme parce que s'il ne te fait pas vibrer, ce projet-là, tu ne le réaliseras pas. Et donc ton choix, il est vite vu. Il est vite vu, tu t'occuperas du court terme ou tu t'en occuperas pas, tout court. C'est Sénèque qui disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va ». Elle est ultra puissante, cette citation. C'est-à-dire que si tu n'as pas de direction, tu ne peux pas avancer dans cette direction. Tu fais du surplace.
Tu tournes, tu te laisses embarquer par la marée, en fait. Tu te laisses embarquer par le courant. Mais c'est pas toi qui dirige ton bateau là où tu veux aller. Donc la question des projets, la question de savoir où on veut aller, même si elle est difficile à répondre, cette question-là, et que c'est pas une question où tu réponds, tu t'y poses un soir et ça y est, 2 heures après, tu as la réponse. Il faut accepter en fait que ce soit un chemin, mais que c'est peut-être qu'un cap, qu'une direction au départ, sans nécessairement quelque chose de très précis, un point d'arrivée précis. Je n'y crois pas. Je crois plus à l'énergie du chemin sur lequel tu avances et qui va se révéler progressivement et tu vas découvrir des choses parce que tu es sur le bon chemin. Mais c'est super important parce que sinon tu seras incapable de faire les choix que tu dois faire aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui te porte pas, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un peu l'histoire de tout entrepreneur. Si ce que tu fais ne te porte pas, si t'as pas quelque chose qui te fait vraiment vibrer dans ton projet entrepreneurial, que tu as vraiment envie d'accomplir, c'est difficile de faire des sacrifices, de te lever chaque matin pour faire ça. Donc la question du sens du projet, elle est juste essentielle et elle est souvent bâclée. Donc d'où l'importance vraiment de travailler sur ça. Quelle est sa vision, quels sont ses projets de vie, qu'est-ce qui nous fait vibrer pour pouvoir se mettre en action, parce que sans ça, comme tu dis, on ne sera pas capable déjà de définir cette stratégie et en plus de se mettre en mouvement et de commencer à investir son argent. Oui, et sans en faire non plus des tonnes, des caisses ou quelque chose qui fait partie du monde un peu des bisounours ou de l'introspection poussée, etc. C'est pour ceux qui veulent y aller, tant mieux, grand bien leur face. Mais réalité aussi, c'est peut-être de fixer au départ un cap. Parce que moi, je suis le premier à pas avoir mes projets qui soient ultra clairs. Ma direction est claire. J'ai, on va dire, les grands contours, mais je sais que ça se révèle au fur et à mesure que j'avance. Par contre, j'ai donné une direction. J'ai fait des choix par rapport à cette direction-là. Et je crois que chacun doit d'abord donner une direction. Et parfois, la direction, c'est juste de donner des grandes tendances. C'est de réfléchir à des grands sujets. Peu importe la porte d'entrée, en fait. Le travail sur les projets, les objectifs, il n'est pas si simple. C'est pour ça que quand tu te fais conseiller, on te donne une liste d'objectifs patrimoniaux traditionnels et tu coches. Ben voilà mes projets. Ouais, ok, super. Mais parce que c'est dur. Ça peut être un guide, mais c'est pas ça un projet pour moi. C'est quelque chose qui doit dire, ouais, moi ce que je veux, c'est ça. Ouais, ça, c'est important pour moi. Sécuriser les études de mes enfants, c'est important. Et je sais qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas de problème à lâcher 50 euros, 100 euros par mois sur une assurance vie pour mes enfants mineurs parce que je sais que je vais les aider à démarrer dans la vie active. Voilà, par exemple. Mais ça, faut aller le toucher, ça. C'est pas juste une case qu'on coche. Il faut vraiment aller le ressentir pour dire, ok, c'est ça, c'est ça que je veux. Pour remettre un peu plus de concret, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner peut-être d'autres exemples concrets d'arbitrage, de choix d'investissement que tu as dû faire pour soutenir ton style de vie, tes convictions et tes aspirations? Mais moi, par exemple, quand je fais le choix il y a 1 an d'arrêter mon activité de conseil en investissement pour lancer ce projet-là, je sais que je vais avoir 0 revenu pendant 1 an, à minima. Donc, j'ai réaligné mes finances de manière à suivre ça. Et c'est pas simple, parce que le sujet de la sécurité financière, c'est un peu la pyramide de Maslow. C'est la sécurité financière, les premiers besoins, c'est les plus importants. Et presque, tu peux pas fonctionner, monter dans les étages si tu sécurises pas ça. Donc, j'ai sécurisé ça avec mes finances aujourd'hui, parce que mon projet d'entreprise aujourd'hui, il est important. Et il est important au-delà du financier. Il est important bien au-delà. Il est important dans ce que je veux accomplir, moi, en tant qu'individu. Donc, moi, c'est presque le projet d'une vie. Peut-être que ça sera un autre projet dans 10 ans, j'en sais rien. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai besoin, en fait, pour fonctionner normalement et que j'ai envie de réaliser et d'accomplir. Donc, moi, j'ai fait un arbitrage par rapport à ça. J'avais des placements en SCPI, en nue propriété, j'avais récupéré la pleine propriété, que j'ai décidé de revendre en partie pour soutenir ça. Pour soutenir ce court terme où je sais que je n'aurai pas de rentrée d'argent. Voilà, ça, c'est un exemple très concret. Si tu veux, une stratégie, elle est vivante. C'est pour ça que la stratégie, je pense qu'il faut vraiment se la représenter comme un point de départ, qui est aujourd'hui le présent. Donc le présent, il va bouger. Demain sera un autre jour. Dans 1 an, ça sera un autre jour. Donc il bouge. Et un point d'arrivée. La stratégie d'investissement, c'est l'itinéraire que tu prends pour aller de ton point A, ton point de départ, à ton point B, ton point d'arrivée. C'est ça, ta stratégie d'investissement. Okay ? Tu comprends bien que si ton point d'arrivée, il bouge, ou ton point de départ, il est vraiment différent par rapport à il y a 1 an, la stratégie ne peut plus être la même. Il va falloir la revoir. Donc pour moi, une stratégie, c'est vivant. Pas quelque chose qui est figé dans le temps.
Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va falloir changer de solution, d'enveloppe tous les 4 matins. C'est pas ça du tout. On verra qu'il y a plein d'enveloppes qui répondent à la majorité des projets. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on décide de ne pas passer à l'action sur ses finances parce qu'on n'y voit pas le sens. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est là. Il n'est pas dans comment j'ouvre une assurance vie. On tape comment j'ouvre une assurance vie, tu lis 10 minutes, tu sais comment tu ouvres une assurance vie. C'est pas en France, c'est pas un problème de pas savoir, en fait. C'est le problème de pas y aller. C'est plus ça. Je n'y vais pas parce que je ne comprends pas à quoi ça sert. Et on se cache derrière oui, on n'y comprend rien, on n'a pas l'éducation. Certes, ça a fait le manque d'éducation financière en France, il est présent, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça fonctionne, mais très souvent, ceux qui débloquent sur le sujet de l'investissement, c'est pas parce qu'ils comprennent l'assurance vie ou qu'ils comprennent l'investissement immobilier. C'est juste qu'ils comprennent des mécaniques ou des choses qui sont bien au-delà de ça. Ils comprennent le mécanisme de l'argent. Ils intègrent en fait ce que c'est la mécanique des intérêts composés. Ils intègrent le fait que l'argent peut être un outil au service de leur projet. Mais des investisseurs immobiliers ou tous ceux qui investissent depuis longtemps, posent-leur la question pourquoi ils le font. Est-ce qu'ils le font pour devenir riches ou est-ce qu'ils le font pour quelque chose qui est au-delà de ça? Dès que tu creuses un peu et que tu poses la question du pourquoi, c'est au-delà. C'est coloré avec l'indépendance financière pour pouvoir demain faire ce que tu veux, pour pouvoir... Bon, c'est important de faire rentrer ça dans un espèce de processus et pas comme une méthode. Parce que la méthode, tu la trouves partout, en fait. Elle est disponible. Tu vas sur n'importe quel site qui est un peu sérieux, qui parle des sujets financiers. Tu trouves plein de ressources sur comment j'ouvre mon assurance vie, comment j'ouvre un PEA, pourquoi il faut investir en tracker, comment ça marche l'investissement immobilier, c'est quoi une SCPI. Bon, tout ça, c'est accessible. Et des fois, c'est la porte d'entrée. Des fois, c'est par là qu'il faut rentrer pour après se poser les bonnes questions. Mais moi, à mon sens, si je dois partager quelque chose et ce que je crois profondément, c'est que ça se joue à un autre niveau. Ça se joue au niveau du choix, de la responsabilité et de se dire comment je peux reprendre le pouvoir sur mon argent, parce que je crois que c'est de ça dont on manque cruellement et réellement, c'est le fait de ne pas savoir comment ça marche et de se laisser porter par le courant. Sur des sujets qui sont cruciaux parce que c'est quand même le sang de notre économie et on est tous un peu pollués par ce truc-là. Donc autant s'en occuper quand même. Parce que même si on se dit l'argent ne m'intéresse pas, je veux quand même pouvoir dépenser sans compter. C'est ça la phrase, par exemple. Tu vois, c'est l'argent ne m'intéresse pas, mais je veux pouvoir dépenser sans compter. Donc ça m'intéresse pas, mais j'en ai besoin. Ça veut quand même dire que je dois m'y intéresser un peu si j'en ai besoin. Donc qu'est-ce que je peux faire comme choix de manière à l'aligner avec tout ça? Quel est l'équilibre dans tout ça? Oui, et beaucoup de personnes aussi qui ont cette phrase-là ont aussi cette croyance que parce que la vie est courte, il faut en profiter, il faut vivre au jour le jour, et donc l'argent qu'on gagne, il est fait pour être dépensé et se faire plaisir. Moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce que finalement cette croyance, elle nous sert ou elle nous dessert? En fait, moi, je respecte ça. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une croyance ou si c'est une philosophie. C'est là où si c'est une conviction. Et c'est là où, pour moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que moi, je crois à un équilibre, en fait. Je crois à la nuance. Je crois pas il faut devenir un investisseur et sacrifier le présent. Donc c'est un peu la méthodologie FIRE. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler de ce mouvement aux États-Unis. C'est d'être retraité à 30 ans ou à 40 ans en faisant énormément de sacrifices aujourd'hui. Et ça, en soi, c'est une philosophie. Donc il y a des gens qui adhèrent à ça et c'est OK. Et il y a d'autres gens qui adhèrent, on va dire, aller à l'inverse. On va se placer de l'autre côté du spectre où ça va être de se dire bah non, moi c'est carpe diem, je vis au jour le jour et je consomme tout ce que j'ai aujourd'hui. Bah, je crois à la nuance, je crois qu'entre le 0 et entre le 1, bah, il y a plein de chiffres, il y a plein de choses, il y a plein de nuances et qu'on peut trouver sa place là-dedans. Je suis surprise que toi, tu n'aspires pas personnellement à l'indépendance financière. Au vu de ton style de vie, donc d'être digital nomade, au vu de tous ces projets d'entreprise, comme tu fonctionnes vraiment en écoutant ta passion, en aspirant à plus de liberté, j'aurais pensé intuitivement que tu serais plutôt orienté justement vers une stratégie qui te mènerait à l'indépendance financière. Mais c'est une bonne question, et je me la suis posée très, très souvent. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire, mais j'ai peut-être mis 20 ans à la trouver, cette réponse-là. C'est qu'aujourd'hui, je fais un petit euro million, et puis je suis l'euro gagnant de 130 millions d'euros. Ok, donc j'ai mon indépendance financière, ma liberté financière, je peux faire ce que je veux. Qu'est-ce que je fais? Je continue à faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors je le fais peut-être un peu différemment, de manière un peu plus légère, peut-être avec moins de pression, peut-être ok,
Mais en soi, ça veut dire quoi l'indépendance financière? C'est pourquoi faire. Je ne crois pas à être posé le cul sur un transat à longueur de journée, c'est pas moi. Parce que je ferai jamais ça. J'ai besoin d'accomplir des choses, j'ai besoin d'être en mouvement. Et donc, oui, l'indépendance financière, mais pourquoi? Parce que je crois même qu'il y a quelque chose au-delà, en fait, de ça. Il y a quelque chose au-delà de l'indépendance financière. C'est pourquoi faire l'indépendance financière? C'est quoi que tu veux faire? Et moi, je crois aujourd'hui, en fait, en la réalisation par l'accomplissement de quelque chose, presque par l'accomplissement d'une mission, par l'incarnation de ce que tu es, en fait, tout simplement, et d'offrir à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Et en soi, le choix que j'ai fait de ce projet-là, il y a une partie de ça. Je dis pas que j'y arrive à 100% et que j'ai encore beaucoup d'améliorations à faire par rapport à ça, mais mon intention, c'est ça. Ça a été d'aligner ce que je fais avec qui je suis et de sortir du paradigme inverse qui est plutôt d'être ce que je fais. J'ai été pendant 20 ans, j'ai été ce que je faisais. J'ai été ingénieur, j'ai été conseiller en investissement, donc je suis conseiller en investissement. Je faisais du conseil, donc je suis conseiller. Ben non, aujourd'hui, je suis Guillaume et je fais du Guillaume. Voilà, et je le fais à travers un projet professionnel qui m'épanouit et qui me plaît. Et donc, oui, l'indépendance financière en soi, ok, mais pourquoi? En fait, je pourrais pas me passer de ce que je fais aujourd'hui parce que c'est là que j'y trouve mon épanouissement. Bon, génial. Merci Guillaume encore une fois pour ton temps. Je trouve ça toujours chouette de pouvoir partager ces questionnements avec toi parce que j'aime bien le fait justement que tu n'aies pas une réponse toute faite à mes questions, mais que j'ai l'impression que tu réponds à mes questions avec d'autres questions. Donc ça me donne toujours matière à réfléchir derrière. Je sais que ça peut paraître un peu frustrant des fois d'avoir une question simple et de ne pas avoir une réponse simple. J'ai très vite compris en fait qu'on arrivait tous avec des demandes particulière, mais que ce n'était jamais le vrai besoin. Et que en allant chercher le vrai besoin et en se posant la question du vrai besoin et en définissant le vrai besoin, tu répondais vraiment à ce qui était attendu, mais en plus de ça, tu répondais dans la foulée à la demande qui était inclue dans ce vrai besoin. Donc c'est ce que j'essaye de faire, parce que pour moi le sujet il est vraiment un cran au-dessus de se poser vraiment la question de la responsabilité qu'on veut prendre sur son argent, de se poser la question de la direction qu'on veut donner à sa barque et comment cet argent, ses finances, comment on peut revoir son rapport à lui pour le remettre au service de ce qui compte vraiment pour nous. Super, merci Guillaume, ça conclut bien cette première partie. Donc on se retrouve très vite pour aborder les cas de Romain et de Claudia. Merci à tous et merci à toi Guillaume et à très vite. Merci beaucoup. Bon, est-ce que vous y voyez déjà plus clair sur la façon de construire une stratégie d'investissement qui fait sens? Ou au contraire, est-ce que vous repartez avec encore plus de questions? C'est sûr que c'est plus simple de suivre aveuglément les conseils de son banquier, mais quand vous êtes dans cette démarche de remettre du sens dans vos finances, c'est là que ça vous amène à vous questionner sur des choses essentielles, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous voulez réaliser au cours de votre vie, sur le style de vie aussi que vous souhaitez adopter au présent et à l'avenir, sur les valeurs et sur les convictions qui vous portent. Donc c'est une démarche qui est beaucoup plus profonde et qui va bien au-delà des chiffres et des objectifs de rentabilité. Comme disait Einstein, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir à la question et 5 minutes à penser à la solution. Et je suis convaincue que c'est ce qu'a voulu nous transmettre Guillaume au cours de cette conversation. La clé, ce n'est pas de vous donner des réponses toutes faites, mais bien de vous aider à vous poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite trouver les bonnes solutions. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur mon compte Instagram, Les Pépettes Podcast, ou sur celui de Guillaume, Regionize Finance, pour nous dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que ça vous a été utile ou non? J'ai hâte d'avoir vos retours. On se retrouve exceptionnellement mardi prochain pour la 2e partie de notre échange. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.